Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour parler de ce livre que vous voyez entre mes mains. C'est un livre qui a été écrit par Alé Diouf. Alé Diouf est ingénieur en génie civil, il est contrôleur technique de profession, il est également le directeur général de la SSIC, la Société de services d'inspection et de conseil, dont le siège est ici à Dakar. Vous le voyez, l'intitulé de ce livre qu'il a écrit, c'est « Discours de la construction ». Discours de la construction, c'est une réflexion sur la construction, la problématique de la construction, sur la qualité, le contrôle, l'emploi, la sous-traitance, bref, je le disais tout à l'heure, c'est sur la problématique de la construction. C'est 10 ans de recherche que Alé Diouf a mené, soucieux de la qualité de nos infrastructures, de nos ouvrages au Sénégal, mais également en Afrique subsaharienne. Alors c'est là l'objet de notre débat aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir justement sur le plateau pour parler de ce livre, M. Ahmadou Abdoulaye Diallo. Il est ministre malien de l'Industrie, des Investissements et du Commerce. Après lui, c'est M. Mansour Kama, que vous connaissez, le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. À ma gauche, M. Seydou Sissal, ancien ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Après lui, il y a le professeur Bachir Diagne, professeur titulaire de lettres modernes à la faculté des lettres de l'UCAD de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et enfin, M. Alioune Badiane, il est le directeur de l'exploitation Eiffage au Sénégal. Monsieur, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir, surtout Monsieur le ministre malien de l'Industrie, des Investissements et du Commerce. Vous êtes un exemple de la coopération entre le Mali et le Sénégal. Nous allons en parler tout à l'heure, surtout dans ce domaine précis qui nous intéresse ce soir. Avant cela, je vais vous inviter à suivre un premier film, le premier film de notre débat de ce soir. Qui est l'auteur de ce livre? M. Alé Diouf. Pourquoi il l'a écrit? C'est un sujet concocté pour nous par Oumar Diaw. J'ai initié un espace d'échange et de réflexion où pendant 10 ans sont mis face à face les autorités publiques, les acteurs, les étudiants, la société civile, autour de thèmes au cœur de la problématique du secteur de la construction. Et c'est l'ensemble de ces thèmes de recherche qui constitue aujourd'hui le livre Discours de la construction. Discours de la construction est né de la volonté d'un fin connaisseur des BTP, plus que soucieux de la qualité des ouvrages et des infrastructures. Sur un chantier du quartier chic des Almadies, un monsieur habillé chic contrôle, inspecte minutieusement le travail d'une entreprise. C'est que l'auteur est contrôleur de profession, ingénieur en génie civil au parcours élogieux. Dans son ascension permanente vers les cimes du savoir et donc de la sagesse, l'ingénieur a aussi suivi une formation au CESAC et au CESTI. Ainsi, il a signé plusieurs chroniques dans le quotidien national. Alé Diouf n'est pas que directeur général du bureau de contrôle SSIC. Il est également le concepteur d'un produit de service original basé sur une relation triangulaire entre la banque, l'assurance et le cabinet conseil aboutissant au premier contrat d'assurance dommage ouvrage dans le bâtiment au Sénégal conforme au code CIMA et validé par le ministre de l'économie et des finances. Un homme reconnu comme rigoureux mais généreux dans ce qu'il sait faire. Voilà, Alé Diouf donc, l'auteur de ce livre, Discours de la construction, qui est là d'ailleurs avec nous et qui, en fin d'émission, aura bien sûr son mot à dire. Alors là, c'était donc une présentation de l'ouvrage, de l'auteur, pourquoi il l'a écrit. Un livre que vous avez lu, Monsieur le ministre. J'aimerais avoir, chacun d'entre vous d'ailleurs, un premier avis sur ce livre d'Alé Diouf que vous avez lu, Monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur Seck. Je remercie tous ceux qui ont fait le sacrifice du déplacement pour participer à cette émission. Permettez-moi d'abord, Monsieur Seck, de magnifier mon amitié avec Alé, que j'ai connu depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour honorer cette amitié
que je me suis fait le devoir d'être présent sur ce plateau. Je remercie mon ami Mansour, que j'ai rencontré à plusieurs occasions, et je remercie tous ceux qui sont là autour de ce plateau. Vous savez, j'ai lu et relu et re-relu ce livre, tellement il est attachant, tellement il est dense, tellement il est intemporel, tellement il est valable aussi bien au Sénégal qu'au Mali et certainement dans beaucoup de pays. Le leitmotiv que j'ai retenu est le suivant: que chacun fasse le travail pour lequel il est jugé compétent. Je pense que cela nous renvoie à certaines notions. La notion de la division du travail, la notion de la spécialisation, la notion de l'expertise qui s'acquiert après une accumulation importante de connaissances et de savoir-faire. La notion également de métier, la notion d'organisation de ces métiers, la notion de coût, la notion de normes techniques, la notion de législation, de réglementation de différents métiers. Et dans le livre, il y a eu des illustrations sur les bienfaits du respect de ce leitmotiv, que chacun fasse correctement le travail pour lequel il est jugé compétent. Le livre aussi illustre les conséquences négatives chaque fois qu'on n'a pas respecté ce leitmotiv. C'est pour cette raison que je trouve que c'est un livre magnifique. Ceux qui ont pensé que ça doit être un livre de chevet n'ont pas tort. Mansour Kamara. Écoutez, d'abord, bien entendu, c'est avec plaisir que je suis sur ce plateau et surtout de pouvoir le partager avec mon frère, le ministre Diallo, Seydou Sissal, le professeur, notre ami Defage, et bien entendu l'auteur, Ali. Je dirais que d'abord, bon, c'est une fierté de voir un Sénégalais, pas si jeune que ça d'ailleurs, hein, parce qu'on a trop tendance à dire Ali est jeune. Il a quand même plus de la bouteille. J'appelle toujours le moment où je l'ai rencontré, quand il a franchi le pas de mon bureau, pour venir me dire qu'il venait s'installer au Sénégal et qu'il venait adhérer à la CNES. Donc vous pensez bien que c'est une fierté de voir aller tout au long de ces années avancer. Le livre, c'est 10 ans d'un échange très riche au cours de rencontres qu'il avait eu la bonne idée d'organiser. Et c'est cette compilation qui est assez extraordinaire du point de vue du recul que cela peut représenter par rapport au vécu dans un secteur qui est très porteur en matière de croissance et en même temps aussi qui pose beaucoup de problèmes et qui devrait être peut-être un des aspects de notre débat, c'est-à-dire la modernisation du secteur des BTP. Mais ce qui me frappe le plus, et c'est peut-être tout l'intérêt d'un livre en tant que tel, c'est que nous sommes dans une société aussi où l'oralité est très prégnante. Et quand je vois quelqu'un s'arrêter et dire « j'écris un livre », je lui dis chapeau, parce qu'au Sénégal on parle beaucoup mais on n'écrit pas assez. Et le fait qu'Ali ait écrit ce livre, qui devient certainement, lorsqu'il sera mis à la disposition du public et notamment des étudiants et des élèves, un livre de référence pour accompagner, je crois, aussi bien ceux qui apprennent un métier dans ce secteur-là, donc la spécialisation dont on parlait, mais aussi pour accompagner des décideurs. Parce que les choix que nous devons faire en matière économique, notamment lorsque nous sommes sur des choix comme celui des grands travaux, et c'est cela qui constitue de plus en plus, en tout cas dans les choix économiques, une locomotive pour nos pays, nécessite effectivement qu'il y ait des spécialisations et qu'on ne se trompe pas de métier. D'accord, on y reviendra tout à l'heure, on entrera dans le fond du débat. Seydou Sissal, vous êtes ancien ministre de l'Urbanisme, un livre comme ça, et vous êtes également dans le même métier que Ali Diouf, si je puis dire, et j'ai retenu à la page 145 votre témoignage quand vous dites que ce livre servira à n'en pas douter d'ouvrage de chevet à tous les intervenants œuvrant dans le domaine du BTP, œuvrant pour l'organisation et la moralisation du secteur BTP, l'effet de garantir plus de sécurité aux investisseurs et aux usagers. Donc pour vous, c'est vraiment un livre de chevet pour tous ces gens-là. Oui, merci Omar. Merci aussi, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver
avec des amis autour de ce plateau sur cette question qui est très importante, portant sur la construction. Je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement, vous remercier très sincèrement de m'avoir associé à cette discussion, mais aussi remercier mon ami Ali Diouf. Quand Mansour Kama a dit tout à l'heure que Ali n'est pas aussi jeune que ça, la première fois que nous nous sommes rencontrés dans le travail, je me rappelle très bien, c'était en 1984. Ça fait maintenant 26 ans. Et depuis lors, ce qui est frappant, c'est que Ali Diouf travaille avec la même passion dans le secteur de la construction. Et c'est le résultat de cette passion, c'est le résultat donc de 10 ans d'études qui est dans ce livre-là. Je l'ai lu, je l'ai relu, et je pense pouvoir redire que c'est un livre de chevet. Parce que c'est un livre qui porte sur la qualité de la construction. Et vous savez bien que c'est l'enjeu essentiel de la construction. Un ouvrage doit répondre à une solidité, à une stabilité, à une durabilité. Parce que en réalisant un ouvrage, on fabrique du patrimoine. Et Ali nous a démontré dans ce livre-là le processus par lequel il faut passer, les règles qu'il faut respecter pour arriver à cette qualité. Oui. On reviendra évidemment au cours de ce débat sur ces notions de qualité, de contrôle, de sous-traitance. Pour le moment, je vais donner la parole au professeur Bachirien. Lui, il est totalement hors du milieu, bien sûr, mais c'est bien d'avoir quand même l'opinion de quelqu'un qui n'est pas du milieu. J'aimerais bien avoir votre opinion sur ce livre que vous avez lu, professeur Bachirien. Je vous remercie, M. Seck. Oui. J'exprime également mon plaisir de me retrouver sur ce plateau avec les personnalités qui sont là. C'est vrai que j'ai rencontré le texte de ce livre et M. Ali Diouf à l'état de manuscrit, ayant participé justement à la mise en forme éditoriale. Et ma première impression quand j'ai lu le manuscrit, c'est ce qui a retenu mon attention, c'est la démarche. La démarche d'un intellectuel. Quand on regarde, quand on revient sur la structuration du livre, ces chapitres qui déroulent les 10 ans de réflexion, mais qui aboutissent sur un chapitre majeur, synthèse des réflexions précédentes et impact, où l'auteur résume les réalisations concrètes, les décisions prises par l'État et autres dans le secteur. C'est là justement où on peut parler de la démarche d'un intellectuel. On dit que l'intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui est dépositaire de compétences, donc qui travaille, qui a une profession, c'est quand il va au-delà, qu'il entre dans le jeu social et qu'il met ses compétences comme médiation pour régler des problèmes. C'est là où aller peut être considéré comme un intellectuel au sens plein du terme. Et il y a énormément de, si on revient à ce dernier chapitre, énormément de prises de décision qui découlent directement de ces réflexions-là. C'est là où sa capacité à agir sur le réel, à transformer des situations, c'est cela aussi la démarche d'un intellectuel et non simplement une production de discours théoriques qui souvent n'aboutissent pas à grand-chose. Justement, je vous interpelle. Vous n'avez pas eu de difficulté, par exemple, à faire passer les expressions techniques dans un livre comme ça? Vous dites que c'est un intellectuel, en même temps un technicien. Est-ce que vous avez eu facilement à faire passer les termes techniques pour la compréhension du lecteur? Non, quand on a... Enfin, c'est un autre métier. En dehors de mon métier d'enseignant, je suis aussi un éditeur et qui a beaucoup travaillé sur des textes scientifiques de tous ordres, depuis l'IFAN, sur des textes des sciences naturelles, etc. Et la langue française est une seule langue. Et la démarche des chercheurs est toujours la même, quel que soit le domaine. Sa capacité à organiser ses idées, le raisonnement, etc., un niveau de langue accessible. Si c'est vraiment quelqu'un qui sait écrire, ça doit être un niveau de langue accessible à tout le monde. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'ouvrage d'Ali. D'accord, professeur. C'est un ouvrage accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Je dois remercier d'avance le public qui est là également, qui porte un intérêt particulier à ce livre écrit par Ali Diouf, et remercier particulièrement l'honorable député Belkoba, qui est membre du Parlement malien, qui est là avec nous, avec un joli boubou, si la caméra veut bien le montrer. Il est là devant, en vert.
Merci beaucoup en tout cas. Là également, c'est l'Assemblée nationale malienne qui vient assister à ce débat. Merci pour cette présence au nom du directeur général de la RTS. Alors, Monsieur Alioune Badiane, vous avez, j'en suis certain, lu ce livre avec beaucoup d'intérêt parce que c'est le même milieu. Vous êtes le directeur de l'exploitation Eiffage Sénégal. Que vous inspire réellement ce livre-là? Merci, M. Seck. Je vous remercie. Je remercie toute l'assistance. Et ça me fait un grand plaisir de partager avec toutes ces personnalités ce plateau. Je remercie aussi Ali parce que en lisant ce livre, je me retrouve bien dans cet environnement. C'est clair, comme vous venez de le dire. Et c'est un livre que j'ai trouvé très, très instructif. Et je pense que tout directeur de société se doit de l'avoir effectivement comme livre de chevet, comme ce qu'on vient de dire. Parce qu'en fait, c'est un livre qui donne beaucoup de notions et beaucoup d'informations pour les responsables du métier du BTP. Il y a beaucoup d'informations que les gens ignorent ou qui ne respectent pas, tout simplement parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Mais ce livre décrit de façon claire vraiment la méthode de travail pour construire pour faire de la qualité, la solidité, la sécurité. Et tout ça, il y a des étapes qu'il faut suivre pour y arriver. Ensuite, il y a d'autres informations sur le métier du contrôleur que les gens ignorent aussi. Quand les gens, à chaque fois qu'on s'adresse à un bureau de contrôle, généralement, on se dit qu'on y est obligé, pratiquement, parce que tout simplement, il nous faut, par exemple, une assurance décennale, et on va vers le bureau de contrôle. Alors qu'il a d'autres qualités et d'autres choses qu'ils peuvent apporter à la bonne qualité même de l'ouvrage, sans compter les autres aspects du livre. Donc moi, je dis que ce livre, il est vraiment formidable, et c'est un livre qu'il faut recommander, qu'il faut conseiller. Il faut le lire, vraiment, c'est très utile. C'est très utile, il faut le lire. Alors, Ali Diouf parle beaucoup, je vous l'ai dit, dans ce livre de réorganisation du secteur, de moralisation, de l'impact de ce livre dans l'économie des nations. Je vous propose de voir un sujet que Oumar Diaw nous a concocté également sur justement ces deux notions, l'organisation du secteur et le BTP dans l'économie d'une nation. Oumar Diaw. Dakar d'en haut, vue aérienne d'une ville en expansion continue, mais c'est au niveau du sol que l'on mesure mieux la frénésie de la dynamique spatiale dakaroise. Dans ses habits lumineux, la capitale exhibe ses bijoux de béton, de nouvelles infrastructures indispensables à l'essor économique. Les BTP aujourd'hui, c'est une évidence, ont un rôle primordial dans l'économie du Sénégal. Je pense que le BTP aujourd'hui est tellement un moteur qu'il entraîne dans son sillage d'autres sous-secteurs. D'évidence, les BTP constituent un secteur majeur de la construction nationale. L'entreprise, le citoyen ont besoin d'investir dans le secteur de la construction. L'entreprise pour grandir et assurer sa pérennité, et le citoyen dans sa recherche de bien-être. Tout le monde a besoin de ce secteur en forte croissance, mais tout le monde n'en tire pas profit. Beaucoup de PME sont au bord de l'asphyxie si elles n'ont pas tout simplement déposé de bilan. J'ai beaucoup de camarades qui s'étaient lancés dans la petite et moyenne entreprise, mais finalement, ils n'ont pas de marché. Ils doivent s'acquitter des impôts, des caisses de sécurité sociale et même des charges de leur bureau. Ils ne peuvent pas s'ils n'ont pas de marché. Donc ils sont obligés de fermer boutique. Le secteur appelle une meilleure organisation. Jusque-là, les initiatives prises pour la hiérarchisation des entreprises n'ont pas suffi. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un sursaut qui a amené les autorités à mettre en place une classification des entreprises. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cet impact. Le secteur n'est pas bien structuré. On ne sait pas qui fait quoi et comment il le fait. La plupart des PME se passent d'études de sol et de contrôle pour limiter leurs charges. D'ailleurs, les maîtres d'ouvrage ne les encouragent même pas à faire les choses dans les règles de l'art.
Les labos de sol et les bureaux de contrôle ne doivent pas être dissociés de la marche du BTP. La vitalité du secteur de la construction pouvait pourtant laisser espérer la création de plusieurs emplois. On devrait générer des emplois, mais des emplois qui ne tuent pas d'autres emplois. Alors la sous-traitance des travaux fait que on s'adresse à des PME ou parfois à des tâcherons. Mais j'avoue qu'on ne voit plus la limite entre les PME et les tâcherons. Entre eux et les tâcherons qui n'ont pas de charge, qui n'ont rien, effectivement, ce sont les PME qui sont les plus perdantes. Finalement, la compétition a engendré une précarisation de l'emploi pour un grand nombre. N'importe qui ne devrait pas investir le secteur. L'État a un devoir de vigilance pour que tout se passe au mieux. L'État, de par ses prérogatives régaliennes, a la responsabilité d'organiser le secteur en créant des lois et des règlements qui permettent à chacun d'occuper sa place et faire le travail pour lequel il est jugé compétent. Compte tenu de l'importance de la construction dans le développement économique et social, il est indispensable de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'assainissement du milieu est une condition essentielle à sa bonne marche pour le plus grand bien des usagers, des vrais professionnels et de la communauté entière. Alors, deux grands thèmes pour parler donc de ce livre maintenant. Nous sommes dans le vif du sujet, l'organisation et l'implication du BTP dans l'économie de nos nations. L'organisation d'abord. En tout cas, ce sujet-là nous prouve vraiment que c'est un milieu qui n'est pas du tout organisé, Mansour Kama. Lui, il dit, on ne sait pas qui fait quoi et pourquoi qu'il le fait, les tâcherons qui talonnent les PME, etc. Que pensez-vous justement de cette organisation du secteur BTP? Bon, c'est vrai qu'il y a un problème peut-être d'organisation, mais je n'irai pas aussi loin qu'il le dit. Je relativise mon propos en disant qu'il existe quand même d'abord des entreprises bien établies, en bonne et due forme, de grandes entreprises comme FH, comme aussi des PME très bien organisées, qui sont aussi dans des cadres de représentation qui leur permettent de dialoguer avec l'État et de proposer même les réformes. Ce qu'on observe simplement, c'est le lien très fort qu'il y a entre la place du BTP dans le développement économique et social de notre pays et une économie qui marche à double vitesse, avec un secteur informel extrêmement important et qui est aussi important dans le secteur du BTP. C'est ça qui fait que donc le problème auquel nous sommes confrontés, c'est comment, à travers tous les instruments qui sont mis à nos dispositions dans le cadre de la promotion des BTP, notamment la sous-traitance et autres, que nous arrivions à formaliser et à faire des petites et moyennes entreprises des professionnels du secteur du BTP. Je voudrais y ajouter aussi que le rôle de l'État, elle le dit dans son interview, c'est peut-être la loi, la réglementation, mais il y a un rôle économique encore plus important. Le premier donneur d'ordre, le plus grand maître d'ouvrage dans notre pays, et certainement au Mali, c'est l'État. J'avais dit tout à l'heure dans mon propos liminaire que le choix de faire des grands travaux le pilote de l'économie signifie aussi que l'État doit veiller à ce que la commande publique aille en majorité aux petites et moyennes entreprises. Parce que ce n'est que comme ça que le BTP a une contribution forte. Il y a des efforts dans ce sens au Sénégal. Oui, absolument. Ouais. Je pense que hier, vous avez entendu, je pense, la communication de M. Sakho sur l'évaluation qui a été faite de la part des petites et moyennes entreprises locales dans l'attribution des marchés publics. Et il semble que nous soyons dans une voie de progrès. Mais ça doit s'accompagner à ce moment-là maintenant de l'exigence de cette modernisation et donc de la classification, de l'accompagnement aussi par la formation. Je reviens toujours au livre, c'est ça l'intérêt. Je veux dire, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école de la construction, quand il lit le livre, il peut se dire, tiens, pour construire ma maison, il va peut-être falloir que je respecte un certain nombre de choses. Je vais faire appel à tel ou tel corps de métier ou à telle ou telle capacité pour pouvoir le faire. Donc je pense que l'organisation du secteur, pour terminer, c'est essentiel, mais ça rentre quelque part un peu dans notre souci que nous devons avoir de moderniser notre économie, de moderniser notre espace. Monsieur le ministre, deux mots que Mansour Kama sortait tout à l'heure. Modernisation, classification.
Est-ce que vous avez les mêmes difficultés chez vous? Nous avons les mêmes difficultés, monsieur Seck. Et ce n'est pas propre, en fait, au BTP, c'est propre à toute l'économie d'une façon générale. Mansour vient de parler d'économie à deux vitesses, c'est vrai. Nous avons une économie avec les entreprises formelles, qui sont soit des grandes entreprises, qui sont quelquefois des filiales d'entreprises étrangères. Nous avons aussi des PME structurées. Mais à côté de cela, et à mon avis, c'est la grande proportion de nos entreprises, c'est les entreprises du secteur informel. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire au niveau des pouvoirs publics, c'est d'avoir des mesures d'incitation, incitation par la formation, par le perfectionnement, incitation aussi par les appuis institutionnels, incitation par les financements pour amener les entreprises qui sont dans le secteur informel à évoluer progressivement pour rentrer dans le secteur formel. Et en ce moment, la réglementation qui a pu être mise au point et la législation qui est là, les deux catégories de textes pourront fonctionner de façon convenable. Sinon, dans nos pays, au niveau de la législation et de la réglementation, les métiers sont bien clairs. Il y a les géomètres experts, il y a les architectes, il y a les urbanistes, il y a les ingénieurs conseils, il y a également les entreprises qui font les travaux. Donc, c'est très bien clair, mais c'est dans l'exercice des activités qu'en ce moment, il y a des chevauchements de compétences. Et puis, il y a surtout, ce que Mansour a bien dit, c'est qu'il y a la décision du donneur d'ordre. Et je pense que s'il y a quelque chose que je retiens, parmi autres choses que j'ai retenues en lisant le livre, c'est que l'État, effectivement, qui est le plus grand donneur d'ordre, doit veiller à ce que cette réglementation soit respectée, que chacun fasse le métier pour lequel il a eu l'agrément d'exercer, mais également au niveau de la passation des marchés publics, étant donné que la voie la plus usitée, c'est les appels d'offres, qu'on fasse une préférence nationale, de façon à ce que les entreprises, les PME nationales puissent bénéficier des marchés publics. On en parlera tout à l'heure, cette question de sous-traitance. Seydou Sall, vous avez été ministre de l'urbanisme. Comment appréciez-vous cette situation? Oui, là, le secteur doit être réorganisé. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami le ministre malien, chargé de l'industrie, quand il dit qu'il faut réorganiser le secteur, il faut moderniser, il faut de la classification, mais en même temps, il faut une moralisation. En même temps aussi, il faut une réglementation. Mais quand on produit les règles, il faut aussi, quand les règles ne sont pas respectées, qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait carrément une police de la surveillance des constructions, mais une police des constructions. Mais il faut aussi de la formation, parce que les PME doivent être capables de produire de la qualité. L'essentiel, c'est de former les ressources humaines qui sont dans ces PME à la qualité. Il faut également que dans cette chaîne d'édification des ouvrages, parce que, vous savez, il y a deux phases. Il y a une phase conception. C'est la phase où le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, confie des travaux à un entrepreneur. Mais avant de confier ce travail-là à un entrepreneur, ce travail doit être conçu. Pour concevoir, il faut donner ça à un maître de l'art, un architecte ou un concepteur. Une fois que la conception aura été faite, il faudrait des études avec un bureau de contrôle. Et Alain nous dit que les études ne coûtent pas cher. C'est l'absence d'études qui produit de la non-qualité et qui coûte cher. C'est une leçon aussi à tirer de ce livre-là. Le bureau d'études, le bureau de sol, c'est-à-dire il faut étudier également le sol sur lequel on doit édifier l'ouvrage. Il faut aussi que l'entrepreneur, avant qu'on ait les classes, il faut qu'il y ait une qualification, je crois, des entrepreneurs. Ceux qui sont capables de faire du gros œuvre, l'ossature du bâtiment, doivent se spécialiser dans ça. Ceux qui sont capables de faire l'électricité, on doit les spécialiser dans ça. C'est ce qu'on appelle la qualification dans un métier. Après avoir procédé à une qualification, et dans chaque métier, on procède à une classification en fonction des compétences techniques, mais en fonction aussi des capacités financières. C'est tout ceci qui nous permettra d'arriver à une qualité. Vous venez de décrire le tableau idéal
pour tous les pays africains. Aline Badiane. Moi, je pense que tant qu'on n'arrive pas, comme a dit M. le ministre Sall, à faire la qualification et la classification des entreprises, les petites entreprises auront toujours des soucis et protesteront toujours. Et là, je pense qu'ils se trompent de cible. Parce que la véritable bataille, c'est, je pense pour moi, c'est d'aller dans ce sens. Une fois que ce problème est réglé, maintenant les donneurs d'ordre, dans le cadre des dossiers d'appel d'offres, pourront valablement sérier aussi les différents dossiers d'appel d'offres. On peut dire par exemple que l'entreprise qui est qualifiée à X ou Y ne pourra pas, par exemple, répondre à un dossier d'appel d'offres d'un certain montant. Donc, on va permettre aux petites entreprises, dans ce cas-là, de répondre suivant des tranches de dossiers d'appel d'offres correspondant à des montants pour lesquels ces PME, par exemple, pourront réaliser les travaux dans de bonnes qualités et dans de bonnes conditions. C'est ça le fond du problème. D'accord. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces notions soulevées justement par Seydou Sall, parce que ça intéresse le Sénégalais moyen qui est en train de nous regarder. Il faut passer par les normes de la construction pour avoir une villa normale, pour avoir une belle maison. Mais la plupart des cas, les Sénégalais ne le font pas, ils vont ailleurs, voir les tâcherons, les normes ne sont pas respectées et le résultat, c'est ce que nous voyons souvent, ces images désolantes de bâtiments qui s'écroulent, etc. On en parlera tout à l'heure pour permettre aux Sénégalais de tirer beaucoup de profit quand même de ce livre de chevet de Ali Diouf. Mais très rapidement, Seydou Sall, vous aviez proposé en 2002, je me rappelle quand vous étiez ministre, l'état généraux de la construction, les états généraux de la construction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes là, peut-être qu'avec beaucoup de recul, comment voyez-vous ça? Comment analysez-vous tout ça? Est-ce qu'il faut rapidement aller vers ces états généraux-là? Oui, je me rappelle bien, j'avais proposé ça avec notre frère, Mansour Kaba. Ces états généraux de la construction. Parce que ce constat que nous venons de faire, nous avions fait ce constat en 2001, voilà, pour dire que le secteur doit être réorganisé. Mais le secteur doit être réorganisé sous l'impulsion de l'État, mais en collaboration étroite avec le secteur privé. Et c'est donc dans cette réorganisation-là qu'on va atteindre la qualité. Et je pense bien qu'il faudrait relancer cette idée. Mais l'État doit le faire en collaboration avec les professionnels du secteur. Il y a des pas qui ont été franchis, mais je crois qu'il faut le faire très rapidement. Est-ce que c'est dans l'ordre des priorités de la CNES, Mansour Kama, ces états généraux de la construction? Absolument, parce que en matière de priorité, j'allais dire, tout est prioritaire, vous savez, dans notre économie, notamment dans nos pays. Mais je reviens toujours au fait que quand on donne à un secteur un poids aussi important, il y a un paradoxe. Vous ne pouvez pas dire, je choisis de faire du secteur des BTP, des grands travaux, la locomotive, et derrière, ça ne suit pas. Pour qu'on arrive à ça, il faut effectivement une grande concertation qui peut se faire sous forme d'états généraux pour effectivement repenser le secteur, revoir les questions de réorganisation, mais surtout partir des acquis, parce qu'il y a beaucoup d'acquis en termes d'expertise, en termes d'expérience. Tirer les leçons un peu de ce qui s'est passé, parce que vous soulignez effectivement que le Sénégalais, ce qui est paradoxal encore une fois, c'est que pour pouvoir construire sa maison, il va aller même demander un agrément auprès du ministère de l'Urbanisme. Ça veut dire qu'il a préparé un dossier avec des plans et tout. Et donc on lui donne cet agrément-là, il va chercher un tâcheron pour lui dire, écoute, le plan est comme ça, mais on va se débrouiller. On se débrouille avec ça, le résultat c'est que ça s'écroule après. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on lui a délivré l'agrément et la construction? Personne n'a contrôlé ce qu'il a fait. D'où, effectivement, l'importance du contrôle et de la sanction. Parce qu'il faut qu'on s'astreigne à ça. On ne peut pas dire, on construit... Vous savez, l'aménagement urbain, c'est le défi du XXIe siècle. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes nos populations quittent les campagnes pour venir vers les villes. Si nous n'avons pas réorganisé notre espace urbain, si on n'obéit pas à des normes en matière de construction et autres, vous imaginez l'anarchie que ça va représenter et les dégâts considérables.
D'où la nécessité, je pense, de repenser tout le secteur, que chacun soit à sa place. Ouais. Maintenant, le débat sur les PME, c'est normal, parce que les PME représentent certainement 90% du tissu économique. Vous ne pouvez pas les ignorer. Comment les mettre à bord? Bon, vous en avez parlé vous-même, vous parlez de sous-traitance, il y a la co-traitance, il y a des textes qui sont aménagés pour ça. Mais encore une fois, on ne sait pas trop au Sénégal prendre les textes et les mettre en application. D'accord. On sait les élaborer, mais on ne les met pas en exécution. Monsieur le ministre, on parle au Sénégal d'états généraux de la construction. Vous pensez à quoi, à Bamako, pour faire face à ces acteurs-là du BTP? Non, je pense qu'au niveau du Mali et dans beaucoup de pays de la sous-région, la question se pose avec la même acuité. Et le problème tel qu'il a été posé au Mali, en tout cas, c'est d'abord l'accès à la propriété foncière. Et donc, il y a eu les états généraux sur le foncier. Il y a eu des états généraux. Et donc, toute la législation, toute la réglementation a été passée en revue de façon à voir leur caractère contemporain, voir s'il y a une nécessité d'une relecture et à la suite de quoi il y a une adhésion de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour cette raison que j'aimerais rebondir sur la question de police qui a été évoquée. Dès l'instant que dans l'élaboration des textes législatifs réglementaires, dans l'édiction aussi des normes techniques de construction, dès l'instant qu'il y a une participation de l'ensemble des acteurs à tous ces textes-là, je pense qu'il y a une forte adhésion. Maintenant, dans l'application, il y a des contrevenants. Ce qui serait bon, c'est qu'il y a une police à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des professions elles-mêmes. Et là, c'est vraiment une invite à toutes les corporations, à toutes les professions, pour que chaque profession ait sa propre police interne, en attendant de demander à l'État d'assurer la vraie police en cas de manquement au respect des normes législatives, réglementaires et des normes techniques. Alors, une question que je vais poser à Badiane et au professeur Bachir. Ali Diouf, dans son livre concernant cette organisation, Ali Diouf propose, lui, une fédération sénégalaise du BTP qui regrouperait les micro-organisations syndicales, patronales, etc. Ça, c'est pour la transparence. Qu'en pensez-vous, Alioune Badiane? Vous êtes d'accord avec l'idée d'Ali? Je ne peux pas dire ni oui ni non avec l'idée d'Ali, vraiment. Parce que pour moi, déjà, quand on regarde les différents syndicats du BTP, je parle peut-être sous le contrôle de M. Mansour Kama, déjà, sur pas mal de points, ils ne sont pas d'accord. Et quand on regarde bien aussi, c'est beaucoup plus la course vers le maximum d'adhérents. Ça aussi, je le constate. Qu'au niveau des syndicats, celui qui a le plus d'adhérents le fait valoir souvent, pour dire que son syndicat est plus important. Donc je pense qu'il faudrait qu'on dépasse, il faut qu'il y ait un esprit de dépassement par rapport à ça, et qu'on vise l'essentiel. Viser l'essentiel, je pense, c'est regarder qu'est-ce qui est l'intérêt commun, l'intérêt public, qui arrange la profession, qui fait avancer la profession. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait parler de fédération et tirer dans le même sens. Donc c'est ça que je ne vois pas pour le moment. Peut-être que je me trompe, mais pour le moment, cette je idée vois pas ça. Ali est j'allais dire, un pèlerin infatigable de la cause du rassemblement. Plusieurs fois, il est venu m'en parler. Ce que dit monsieur Badiane, c'est certainement une des réalités, mais je dis une des réalités. L'autre réalité, en fait, et c'est ça qui peut peut-être être le premier point qu'il faudra régler, c'est quand même nous avons entre 5 et 6 grosses entreprises qui captent, pour l'essentiel, la commande publique en matière de BTP, notamment lorsqu'on parle des grands travaux. C'est normal, c'est peut-être les plus grosses entreprises, elles en ont les moyens. Mais dans mon organisation comme au CNP, j'interpelle toujours les grosses entreprises en leur disant « vous n'en faites pas assez pour tirer les PME dans votre sillage et pour les entraîner par rapport à ce que vous avez, vous, aujourd'hui, comme matière d'œuvre en termes, j'allais dire, de puissance économique.
C'est un débat de fond, parce que quand vous voulez fédérer les gens, il faut que vous soyez fédérés autour d'une cause commune. Est-ce que la cause commune, c'est de pouvoir se partager le marché? Ou la cause commune est-elle de pouvoir prendre ce marché-là ensemble et de nous répartir les rôles au sein de ce marché? Je pense que c'est une question qui me paraît préjudicielle. Et ça ferait partie effectivement de quoi? De ces assises ou de ce débat sur la construction. Parce que forcément, vous voulez mettre tout le monde dans le même sac, effectivement, les intérêts peuvent ne pas être les mêmes. Bachir. Oui, ce qui frappe quand on regarde ce secteur, c'est d'abord le monde de la libre entreprise. Donc une sorte de jungle où chacun cherche à survivre en tirant le maximum de ressources selon les donneurs d'ordre. Alors, à partir de ce moment, la question qu'on se pose, c'est que, enfin, de mon point de vue, s'il y a un cadre où les plus grands peuvent dialoguer avec les plus petits, il y a là une possibilité de moralisation. Quand on peut interpeller justement les 5 ou 6 entreprises dans un milieu où il y a des milliers de gens qui travaillent, pour leur dire qu'il faudrait penser à une articulation des tâches, comment arriver à donner quand même des moyens de travail aux uns et aux autres. Je crois que ce cadre de dialogue me semble utile et nécessaire. Dans tous les métiers de ce pays ou ailleurs, il y a des centrales, il y a les enseignants de tout le Sénégal, il y a des moyens où ils se retrouvent en centrale pour dialoguer et pour se mettre d'accord sur le minimum. Je pense que dans ce domaine-là aussi, ceci devrait être possible. Alors, de mon point de vue. On va avancer très vite. Donc, pour l'organisation, on est d'accord là-dessus. Si on fait le bilan un peu, c'est la modernisation, la moralisation du secteur et la classification de nos entreprises. Il faut aller vers là et évidemment étudier à fond ce que Ali Diouf propose dans son livre, c'est-à-dire une fédération sénégalaise des BTP. Nous allons maintenant aborder le deuxième thème avec Seydou Sall. On démarre avec vous, ce que représente le BTP dans l'économie d'une nation. On va essayer de tirer de ce livre de Ali Diouf beaucoup de choses qui intéressent les Sénégalais qui vont construire, qui vont demander aux entrepreneurs de s'occuper de leur maison. Je pense que ce seraient des choses qui intéresseraient les téléspectateurs qui nous écoutent. D'abord, la sous-traitance. On voit ça beaucoup dans notre pays. C'est quoi, par exemple? On donne cet exemple. On voit une entreprise étrangère qui se voit attribuer un marché à 100% et qui revient chez nous, tout bonnement, à 80%. Il file ça à une entreprise locale. C'est quand même aberrant, c'est du Sall. Ah oui, c'est aberrant et je crois qu'il faut moraliser. Et j'aurais souhaité que dans votre conclusion pour la réorganisation du secteur, qu'on puisse ajouter 2 points. D'accord. Il faut former, la formation. Je crois qu'il faut insister sur la formation. La formation des entreprises, mais la formation aussi des maîtres d'œuvre, ceux qui conçoivent les ouvrages. Et abordant la question de la sous-traitance, là je dirais, avant même de passer à la sous-traitance, il faut voir comment réorganiser la dévolution des travaux pour que les travaux au niveau national puissent aussi être réalisés par des petites et moyennes entreprises. Et pourquoi? Parce que simplement, je crois que si nous voulons que le BTP ait des retombées dans la formation de la valeur ajoutée nationale et surtout dans la création d'emplois, il faudrait que les commandes puissent être attribuées, beaucoup de commandes puissent être attribuées aux PME sénégalaises. Et il y a 2 manières de le faire. La sous-traitance est une voie, mais avant de passer à la sous-traitance, il faut pouvoir faire la dévolution des travaux, pas simplement en lot global à l'entreprise générale, comme on le dit souvent, c'est-à-dire les travaux, vous devez réaliser ce bâtiment de la RTS par exemple, on dit, on donne les travaux à une entreprise générale qui est responsable du gros œuvre, qui est responsable de l'électricité, qui est responsable de la peinture, qui est responsable du carrelage. Il prend tout le marché. Et là où il n'a pas de compétences, ou bien là où il pense, cet entrepreneur-là, que la réalisation d'un tel lot peut lui coûter, ou bien il confie ça à un sous-traitant. Mais on peut inverser la chose. Essayer de voir comment diviser le travail en lots pour chaque corps d'État et essayer de donner ce travail par lot
à toutes les entreprises, toutes les petites entreprises. Parce que dans le domaine de la peinture, on peut voir une PME qui est capable de très bien faire la peinture. Ouais. Le domaine du carrelage, c'est un secteur aussi qui est maîtrisé. Vous me direz que cette manière de faire la dévolution, cette manière d'attribuer les travaux demande une plus grande coordination. Mais là, il faut renforcer la maîtrise d'œuvre. Il faut renforcer le rôle et la place de l'architecte, du concepteur dans la coordination et dans la surveillance des travaux. D'accord, c'est Monsieur le ministre. Et pour la sous-traitance, oui, aussi, essayer de mettre cette sous-traitance, l'organiser à travers le cahier des charges, à travers également les règles qui définissent la dévolution des marchés. Monsieur le ministre, est-ce que ce problème de sous-traitance, quand même, pose problème, si on peut dire? Oui, je pense que ça pose problème. Et je crois que ça a été très bien abordé par Seydou. Ce que je veux rajouter, c'est que ça peut se faire aussi au niveau, cette dévolution dont il parle peut se faire au niveau législatif et réglementaire en faisant une relecture du Code des marchés publics. C'est-à-dire, si on fait une relecture du Code des marchés publics, on peut effectivement privilégier pour la passation des marchés publics l'allotissement. On fait plusieurs lots, des lots par corps de métier, et les corps de métier pour lesquels les compétences nécessaires sont des compétences banalisées, on peut effectivement le confier à des entreprises nationales. Maintenant, les lots pour lesquels il faut une compétence spécifique qui n'existe pas sur notre marché, en ce moment, il faut envisager l'ouverture de la compétition à des postulants internationaux. Donc ça, c'est une possibilité. Mais effectivement, ça va amener un seul marché à être morcelé en plusieurs autres. Donc il y a une nécessité d'une meilleure coordination.